Bon, la question de l'entrisme islamiste est effectivement une question extrêmement importante et extrêmement complexe. D'abord, une remarque générale. La France est secouée par des attentats terroristes qui ont une empreinte islamiste évidente. Seuls quelques intellectuels et surtout une partie du collectif contre l'islamophobie en France en nient la véritable réalité. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la France a une caractéristique, c'est que c'est le pays qui a la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté chinoise et la plus grosse communauté musulmane de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Or, on constate qu'il n'y a de revendications séparatistes que de la communauté musulmane et d'une partie de la communauté musulmane. Bon. Donc si on ne recadre pas le sujet comme ça, on se rend compte qu'on est totalement à front inversé parce qu'on croit que c'est la République qui doit prouver qu'elle intègre, alors qu'il faut bien analyser la question à l'envers en se disant mais pourquoi une partie des musulmans refuse l'intégration. Bon. Et donc il faut revenir un peu justement sur les ressorts internes au monde islamique qui expliquent cette volonté de se différencier et cette volonté évidemment de renverser la charge de la preuve pour expliquer que, étant maltraité, la revendication identitaire est légitime. Donc ça, c'est un phénomène qu'on constate dans tous les radicalismes religieux, c'est-à-dire que la première étape du discours, c'est construire le discours de la victimisation. Donc ce discours de la victimisation, c'est les musulmans ont été colonisés, les musulmans ont été massacrés, les musulmans sont toujours l'objet d'interventions militaires, ce qui est exact, mais en même temps, cette victimisation est une victimisation à sens unique, c'est-à-dire que on va avoir un discours qui va consister à dire que, on le voit par exemple avec les Algériens. Aujourd'hui encore, quand on parle d'effacer la mémoire de la guerre d'Algérie, que vous avez un ministre algérien qui explique que la France a créé l'analphabétisme, il en est la preuve vivante finalement, puisque quand il raconte des bêtises pareilles, ça prouve qu'effectivement il n'a pas étudié ces dossiers. Donc cette victimisation est un élément identitaire extrêmement important pour une civilisation qui dans l'ensemble aligne les échecs. C'est-à-dire que le décollage économique s'est fait dans les pays d'Asie du Sud-Est, il s'est fait en Extrême-Orient. Or, les États arabes sont soit dans la philosophie de la rente pétrolière, et donc avec une espèce de refus d'amorce du démarrage économique, soit dans le processus de dictature. Et donc, on est dans un monde qui, si vous voulez, est dans une crise identitaire dont il rejette les ressorts sur l'extérieur. Comment est-ce que ça se traduit effectivement dans les communautés vivant à l'étranger? Là, on est dans un deuxième volet qui est une caractéristique de la vie internationale. C'est le rôle que jouent les diasporas dans la définition de la politique extérieure du pays dans lequel elles sont implantées. Bon. Tout le monde a évidemment en tête, par exemple, le rôle de l'AIPAC aux États-Unis pour la politique vis-à-vis d'Israël, mais on ne l'a pas étudié pour d'autres communautés. Or, sur le cas de la communauté musulmane, effectivement, on voit bien qu'on a une posture, si vous voulez, qui répercute, qui renouvelle, qui répète, si vous voulez, un discours de la victimisation qui va devenir un élément identitaire. Cela dit, la communauté musulmane est une communauté très composite. C'est-à-dire, il y a effectivement une grosse matrice qui est la matrice maghrébine, c'est-à-dire qu'effectivement, l'essentiel des migrants vers la France sont des gens de la première génération postcoloniale, puis de deuxième génération, et maintenant on est dans la troisième génération. Ce qui est un phénomène nouveau, c'est qu'il y a effectivement d'autres communautés musulmanes qui arrivent effectivement en France. On ajoute cette communauté musulmane. Par exemple, un des cas qui est le plus étonnant et dont on a découvert la réalité au moment de l'affaire Samuel Paty, c'est la communauté tchétchène. C'est-à-dire que la communauté tchétchène a le statut de réfugié politique, mais en fait, on s'aperçoit quand on regarde les statistiques, le stock de fichiers S, voilà, des GCRI, on s'aperçoit que les Tchétchènes sont la quatrième catégorie la plus dangereuse après les communautés maghrébines. Donc on a quelque chose, si vous voulez, qui est effectivement, et on le voit aujourd'hui avec les Turcs, on le voit aujourd'hui avec les Pakistanais, c'est-à-dire qu'il reste une identité qui est très forte et qui n'est pas du tout, qui ne cherche pas obligatoirement à s'intégrer, en dépit de leur arrivée récente, souvent sous des formes de réfugiés politiques. Avec la communauté turque, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus organisé, puisque finalement, la Turquie d'Erdogan veut garder le contrôle de ces communautés expatriées, un peu comme on l'avait avec l'Algérie après les indépendances, c'est-à-dire il faut garder le contrôle des exilés. Bon. Garder le contrôle des exilés parce qu'on part avec la première génération sur l'idée qu'ils vont revenir au pays. Et donc, quand on a besoin de leur vote éventuellement pour une élection, ben, effectivement, il vaut mieux les encadrer. Les Turcs ont donc un ministère des Affaires religieuses qui a justement des antennes à l'extérieur destinées à gérer cette communauté turque, dont on a effectivement deux représentations. Une qui est Mili Gorush, dont on entend beaucoup parler à propos de Strasbourg, et puis le DENIT, qui lui est le gestionnaire des mosquées financées par la Turquie avec des imams turcs pour que les croyants turcs aillent dans des mosquées turques. Donc on a là le cas d'une politique d'État. Le cas d'une politique d'État qui évidemment est sur la première génération. Donc on a effectivement quelque chose qui est un bras armé, si vous voulez, dans la politique française, mais on voit bien qu'on est sur des caractéristiques différentes selon qu'on parle de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou éventuellement de la Turquie. Donc
On est face à un problème qui effectivement a des caractéristiques, un tronc commun, qui est cette volonté d'inscrire l'islam dans le champ politique français, et en même temps des caractéristiques très différentes, c'est-à-dire qu'au bout de la deuxième, troisième génération, on s'aperçoit que, si vous voulez, les migrants échappent à leur pays d'origine. On le voit avec les Algériens, on le voit avec les Marocains, etc. On est dans un paysage, et encore une fois, la France, terre d'accueil, a fait qu'on a un paysage extrêmement composite et évidemment très hétérogène sur lequel il est difficile de concevoir des politiques communes. Cela dit, on se pose souvent la question de savoir si la France est un pays qui est plus ciblé que les autres par le terrorisme islamiste. Bon. J'en suis pas convaincu parce que, si vous voulez, il y a plusieurs degrés de comparaison. Par exemple, en ce moment-là, je suis en train d'écrire un manuscrit sur ce qu'on appelle le séparatisme. Vous savez, le débat qui s'est fait au Parlement, avec cette thématique, c'est-à-dire quelles sont les postures d'une communauté qui veut imposer ses propres règles, si vous voulez, à la collectivité nationale. Et en fait, quand on regarde avec cet œil-là, et quand on se sert en particulier de sources médiatiques, on s'aperçoit que le séparatisme s'exprime dans de multiples domaines, qui vont jusqu'à l'attentat terroriste, mais l'attentat terroriste n'est qu'une des parties de ce séparatisme. On a tous en mémoire des cas d'enfants refusant la minute de silence, de maris refusant que leur femme soit examinée par un médecin infâme, d'enfants qui contestent la légitimité du prof et des choses comme ça. Et donc, si on fait ce recensement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a à peu près 600 cas, depuis l'affaire Mera jusqu'à décembre dernier, de postures séparatistes, qui vont évidemment non seulement se diversifier dans tous les domaines, mais qui vont augmenter en intensité. Un exemple, quand il y a l'affaire, si vous voulez, Khaled Kalkal, donc dans les années 93, vous vous souvenez des attentats de Saint-Michel, il y a quelques manifestations d'héroïsation dans son quartier. Quand il y a l'affaire Mera, en dépit de la minute de silence exigée en particulier pour des enfants assassinés, dans les écoles, on commence déjà à avoir des refus de minutes de silence. Mais à ce moment-là, l'éducation nationale n'est pas alertée. Enfin, en tout cas, elle n'a pas les moyens de mesurer statistiquement. Quand il y a les attentats de 2015, à ce moment-là, on a quelque chose comme 200 à 300 cas, si vous voulez, recensés de refus de minutes de silence. Et quand on regarde l'affaire Paty, donc qui est le sommet de l'horreur, à ce moment-là, on est aujourd'hui à plus de 900 cas d'enfants refusant de la minute de silence. Bon, avec cette thématique, il l'a bien mérité, qui est quand même assez ignoble. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'en fait, ces enfants ne sont pas des êtres autonomes. Quand c'est dans le primaire et que des enfants refusent la minute de silence, c'est que leurs parents leur ont conseillé de refuser la minute de silence. Donc, on est bien sur quelque chose qui est une pénétration insidieuse, à l'égard de laquelle, moi, je trouve que les différents gouvernements ont beaucoup, tempéré, minimisé, refusé, etc. Et donc, on fait que, pratiquement, notre posture législative, même quand elle existe, n'est pas toujours appliquée avec le plus d'efficacité. Dernière remarque sur cet entrisme, donc le terme d'islamophobie. Le terme d'islamophobie a une histoire extrêmement intéressante parce que la première fois qu'il est utilisé, c'est pour Khomeini pour qualifier des femmes qui refusent de porter le voile. Donc le terme fera florès par la suite, mais avec une méthodologie que j'ai essayé d'analyser à travers l'histoire du collectif contre l'islamophobie en France. Ce collectif, créé en 2002-2003, est un espèce d'organisme qui a peu de vitalité, mais qui a une stratégie extrêmement astucieuse. Premier élément de la stratégie, c'est faire des procès en diffamation à des journalistes ou à des avocats qui parlent justement de cet activisme religieux de la communauté musulmane. Procès tous perdus, puisque évidemment le terme d'islamophobie n'existe pas dans le droit français, mais ça fait rien, ça inscrit médiatiquement l'idée que on refuse le terme d'islamophobie, donc il y a islamophobie. Vous voyez, c'est une démonstration par l'absurde. Deuxième étape de la stratégie de communication du CCIF, du collectif contre l'islamophobie en France, c'est inventer le terme d'islamophobie d'État. C'est un terme utile parce que finalement personne ne répond. Quand vous dites qu'il y a d'islamophobie d'État, vous n'avez pas un ministre qui va prendre la parole pour dire c'est pas vrai. Donc l'intérêt d'accuser comme ça une espèce d'entité qui n'est représentée par personne fait diffuser l'idée. Troisième étape de comme avec tous ces procès perdus, le CCIF finit par internationaliser l'idée. C'est-à-dire ils vont aller à l'Organisation de la coopération islamique pour dire la France est un pays islamophobe. Évidemment, il a des oreilles attentives qui l'écoutent, qui ne connaissent absolument rien de la situation française, mais si vous voulez, ça inscrit dans le programme de l'OCI, de l'Organisation de la coopération islamique, l'idée que la France est un pays islamophobe. Et dernière étape, c'est vouloir obtenir que, rappelez-vous avec l'affaire de Grenoble, que l'islamophobie soit condamnée par la loi. Or, vous vous souvenez de l'affaire de Grenoble, les profs disent que l'islamophobie, ça n'existe pas. Donc ça suffit à les diaboliser, à les évincer, avec la lâcheté de la hiérarchie qu'on avait déjà trouvée dans l'administration, dans les organisations droits de l'homiste, etc. C'est-à-dire toujours, on renverse la charge de la preuve, on n'examine pas l'argumentaire. Donc on est dans cette situation-là aujourd'hui, et c'est une situation qui est assez préoccupante parce que finalement, on s'aperçoit, pour en terminer là-dessus, que
Les 5 degrés de juridiction qui existent en Europe aujourd'hui font qu'il est totalement impossible d'expulser quelqu'un, même quand il a été assassiné, même quand il a été condamné pour fait terroriste. Il peut avoir 90 morts ou 100 morts sur la conscience, c'est pas grave. Si l'avocat est assez tenace, il arrive effectivement jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme qui finalement refuse l'expulsion. Donc voilà, c'est un système qui s'est paralysé lui-même et qui donc contribue largement à faire le jeu de l'adversaire.